J'ai le plaisir de recevoir Jean-Frédéric Poisson. Vous êtes le président de VIA, La Voix du Peuple, et on va parler avec vous justement des propositions que VIA peut faire. La première partie de cette émission était consacrée aux violences. Et je crois que dans la manière dont l'actualité se présente à nous, avec un président qui passe son temps à gouverner par la peur, avec un pays réduit à la pauvreté, avec un président aussi qui gouverne par la force, on l'a vu avec les Gilets jaunes, il y a une espèce de climat de violence politique institutionnelle qui est tout à fait surprenant ou pas, selon qu'on est républicain ou non, et qui vise aussi d'ailleurs les opposants politiques qui sont à chaque fois réduits à n'être que des agents de l'étranger, des proto-fascistes, des néo-fascistes, des gens qui n'ont rien compris au sens de l'histoire et des gens avec qui Yael Braun-Pivet ne voudrait pas prendre son petit déjeuner. Bonsoir en tout cas. Et vous en pensez quoi? Voilà. Je pense quoi de tout ça? Bonsoir à tous d'abord et merci de votre invitation. Je pense que vous avez parfaitement résumé la situation. Il me semble que y a quelque chose dans la façon de gouverner comme un reflet de l'état de la société également. Je suis frappé, je connais bien le monde du travail, on va dire ça comme ça, le monde de l'entreprise, où j'ai traîné mes guêtres pendant un moment et encore maintenant. Et je suis un ancien DRH de l'industrie, et je constate avec beaucoup d'interrogations la manière dont, dans les organisations de travail, les relations se sont également durcies. C'est-à-dire, c'est une société dans laquelle on cherche de la douceur un peu en vain. Donc il n'est pas étonnant que le gouvernement, d'une certaine manière, soit aussi le reflet de cette absence de douceur. Maintenant, ça peut expliquer, ça ne justifie pas. Je pense que précisément dans un contexte où petit à petit la violence s'installe, le chef de l'État, nos représentants, devraient être les premiers à essayer de pacifier les relations, essayer d'introduire un peu de calme dans tout ça. Et c'est précisément aussi à la capacité de calme qu'on est en capacité de dégager dans les circonstances difficiles tout autour qu'on reconnaît la valeur des gens qui ont un peu de hauteur, un peu de grandeur. Ça ne surprendra personne que je ne considère pas que l'immense majorité de nos représentants, de nos dirigeants aujourd'hui, soient animés de cette grandeur et de cette hauteur. Je pense même le contraire. Donc il n'est pas étonnant que cette petitesse-là les conduise au fond à épouser un peu de mouvement global de la société sans être capable de s'en extraire d'une certaine manière. Monsieur Poisson, bonsoir à tous d'ailleurs. Vous avez récemment dénoncé un macronisme en gloire qui accuse les Français d'épargner trop pour masquer les échecs de l'État. N'est-ce pas le moment pour une droite responsable de proposer un plan choc, donc baisse massive des impôts sur l'épargne, suppression radicale des agences gouvernementales, voire un référendum sur la dette? Ça, ce serait rigolo, un référendum sur la dette. En fait, c'est la dette qui nous fait vivre. Donc c'est pour ça qu'un référendum sur la dette serait un exercice à la fois intéressant, mais extrêmement périlleux, parce que quand les gens n'ont que ça, toute la France vit à crédit quand même. C'est une réalité qui est mathématique. Quand on n'a pas de quoi produire les choses dont on a besoin pour vivre, on emprunte. C'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai dans les entreprises, dans les foyers, c'est vrai de la part de l'État. En revanche, je constate que, à ma connaissance, pas une formation située sur le bord droit de l'échiquier politique n'est en désaccord avec ce que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire la réduction des agences qui ne servent à rien, et Dieu sait qu'il y en a, une baisse massive des impôts, tout le monde est d'accord. Enfin, il y a aussi la question de la baisse des charges qui vient en compétition. Je suis opposé, moi, à la baisse des charges des entreprises, parce que les charges, c'est du salaire différé, comme on dit. C'est avec les charges que vous payez la sécurité sociale, vos retraites, les allocations familiales, et ainsi de suite. Donc si vous baissez les charges, vous baissez les capacités de financement de choses qui nous rendent service tous les jours. En revanche, si vous voulez faire baisser le train de vie de l'État, ce qui est le sujet central, dont nous aurions dû discuter d'ailleurs depuis le débat budgétaire de cette année, la réduction du train de vie de l'État, ça c'est le sujet. À ce moment-là, il faut baisser les impôts, c'est-à-dire qu'il faut priver l'État des recettes qu'il a en trop d'une certaine manière et qu'il utilise d'une manière absolument dispendieuse et souvent inutile, pour nous en tout cas inefficace. Moi je ne suis pas contre le fait de payer des impôts, je fais partie de ceux qui ont la chance d'une certaine manière d'en payer, mais je suis comme tous les Français, je ne suis pas contre, mais j'aime bien savoir à quoi ça sert. Et si ça sert à alimenter l'oligarchie ukrainienne pour aller passer des vacances sur le bord de la Méditerranée ou s'acheter des yachts,
ou si c'est pour payer des choses qui sont inutiles, qui ne servent à rien, je ne suis plus d'accord. Derrière, le consentement à l'impôt est une chose qui est fondatrice, grosso modo, de tous les régimes, même de la monarchie, si on veut bien considérer que les jacqueries se produisent dans l'ancien régime lorsque les Français ne comprennent pas pourquoi on les ponctionne. C'est vrai en République, c'est même un des fondements dans la Déclaration des droits de l'homme, puisque le mot contribuable apparaît dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est quand même en très grande fragilité de ce fait. Donc oui, bien sûr, il faut prendre les mesures que vous dites, et elles sont, encore une fois, elles font l'objet, je crois, d'un accord assez général dans les formations politiques de droite. Donc la question n'est pas de savoir s'il faudrait le faire, la question est de savoir comment on se met d'accord pour accéder au pouvoir ensemble et le faire. Mais je crois que c'est un sujet que nous aurons l'occasion d'aborder un peu plus tard. Ah, pas tout de suite? Non, mais tout le monde a le droit de poser des questions à Jean-Frédéric Poisson, et même les auditeurs de Radio Courtoisie. Puisque Jean-Frédéric Poisson soulève ce sujet, effectivement, on pourrait parler des modalités effectives d'un accord à droite. Juste avant que vous débattiez, je voudrais juste rappeler le numéro de téléphone auquel les gens peuvent. Donc Oui, il faut envoyer de l'argent ici aussi. Ok, donc tant pis, c'est pas grave. Le 01 46 51 00 85, où vous pouvez poser vos questions en écrivant à courtoisie@rc.fr. Voilà. Et donc, pour changer tout cela, conserver des charges, mais en baissant les impôts, il va falloir prendre le pouvoir. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, un nouveau sondage Doxa vient de sortir et qu'il paraîtrait qu'on pourrait changer cette majorité avec, à sa tête, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui gagne contre tous les prétendants, quels qu'ils soient. Alors, ma question est très simple. À partir de ce moment-là, et compte tenu aujourd'hui de ce qui est en train de se dessiner, enfin, qui semble être en fait la contestation des Français de tout le pouvoir en place. Cher Jean-Frédéric, est-ce que vous êtes en pourparlers pour faire une grande majorité avec toutes les tendances de droite qui aspirent à ça depuis, on va dire, Georges Pompidou? Et si on peut rebondir sur cette question, pour juste simplement la préciser, on voit Éric Zemmour, que vous avez soutenu, on voit Nicolas Dupont-Aignan, avec qui vous avez fait liste commune, on voit Florian Philippot, avec qui vous avez également fait liste commune, et il y a votre parti VIA. On disait, dans les années 70, les trotskistes, à 2, ils font un parti, à 3, ils font des courants, et à 4, c'est la scission. On pourrait dire qu'il en va également des souverainistes et des conservateurs qui entretiennent d'ailleurs avec le Rassemblement national un petit peu le même rapport que ces groupes de gauche radicale après 68 entretenaient à l'endroit du Parti communiste. Regardant cet assemblage de partis, de groupuscules, ou de groupes, ou de partis tout court d'ailleurs, qui ont des individualités à leur tête brillantes, souvent, M. Philippot, vous-même, qui avez émis des idées depuis plusieurs années, eh bien, les électeurs ne s'intéressent pas toujours à des querelles qui leur des querelles de chapelle. Comment en sortir? Faut-il un chef qui mette tout le monde d'accord? Un Mitterrand, finalement, de la droite nationale? Un Épinay? Ou alors un programme commun? Ce qui serait l'autre formule, après d'âpres négociations sur le degré d'imposition, sur l'attaque des chars, sur les quotas migratoires, un peu sur le modèle des années 70, Parti radical, Parti communiste. Je sens, Lucien, que vous avez tiré effectivement un nombre de précisions incroyables. C'est un riche filon que cette simple question que posait Frégine Barjot. Vous faites la réflexion à chaque semaine, Richard Dessiès. Non, merci pour votre éditorial. Et donc... merci pour le fiel. Tout est dit. Est-ce qu'on est en conversation? Non. Non, parce qu'il n'y a pas de volonté de dialogue affichée de la part des grands responsables politiques de notre pays. Je le regrette d'ailleurs. Parce de droite, on dit. De droite, oui, parce qu'à gauche, ils dialoguent très bien, merci voilà. pour eux. Nous, on ne sait pas le faire, c'est-à-dire que nous, on n'est même pas capable. Encore une fois, pas de notre fait. Là, j'ai dans la vie beaucoup de responsabilités, je réglerai tout ça aussi avec le bon Dieu, mais là, sur le sujet, je plaide non coupable et activement, car le Parti chrétien-démocrate que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant 12 ans est probablement le seul à avoir été capable de passer des accords avec tous les partis de la place. Oui. Le Rassemblement national compris, puisque en 2020, au municipal, nous avons passé 90 accords locaux avec des têtes de liste du Rassemblement national à l'occasion de ces élections. Ça ne nous a d'ailleurs pas empêché d'en passer une cinquantaine d'autres avec d'autres formations politiques de droite, principalement les Républicains. Comme vous l'avez rappelé, monsieur, nous avons fait des listes communes avec Nicolas Dupont-Aignan, avec les patriotes de Florian Philippot, nous travaillons avec les Républicains ça et là depuis longtemps. Donc nous n'avons pas de problème particulier à signer des accords. Simplement, je constate que quand vous entendez les grands chefs à plumes s'exprimer sur les plateaux de télévision, à la question que vous avez posée tout à l'heure, cher Frigide, ils répondent « Ah ben non, pas question, parce que celui-là, économie de fond, il est de gauche.
L'autre, il a des chaussures qui ne sont pas cirées. Le troisième a les ongles sales. Enfin, il y a toujours une raison pour ne pas le faire. Ça fait pas une union, donc. Eh ben, c'est mal parti pour. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait d'abord devenir de gauche. Je m'explique. Oui, parce que là, ça interpelle. Non, mais avant que nos auditeurs ne jettent leur poste de radio par la fenêtre, là, grosso modo, la droite, on peut discuter de qui est dedans et qui n'est pas dedans, mais grosso modo, ça repose sur quelques idées simples. La responsabilité individuelle, l'indépendance de la France, les valeurs judéo-chrétiennes à une proportion variable en fonction de la température extérieure et de la personnalité des gens, l'ordre public, enfin des choses assez simples. Bon. Et donc pour la droite, la question qui se pose, c'est d'abord la question du chef, puisque le reste est réglé. Le reste est invariant. Quoi qu'il arrive, un candidat de droite, c'est la morale judéo-chrétienne, l'ordre public, la responsabilité individuelle, l'indépendance de la France, la famille, etc. Tout ça. Bon. Donc la seule question qui se pose pour la droite, c'est celle du chef. Pour la gauche, c'est l'inverse. Puisque la gauche, c'est donne pour vocation d'épouser le mouvement de l'histoire tel qu'il est et de faire avancer la société pas à pas. La première question, c'est dans quel état est la société que je veux faire avancer et où est-ce que j'ai envie de la faire aller. Et donc c'est pour ça qu'au congrès du PS, vous n'avez pas un concours de chef, vous avez un concours de motion. Ils s'affrontent sur des textes. Alors ils sont portés par des gens, il y a des signataires. Et le premier réflexe de la gauche, c'est de dire au fait, dans quel état se trouve la société et à partir de cet état, qu'est-ce qu'on est d'accord pour faire en commun pour que la société aille mieux. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on fait en commun, alors on désigne un chef. Et bien, c'est en ce sens que je pense que la droite devrait être de gauche, parce qu'en réalité, ces invariants-là, même si on continue à les porter, la famille, et Frigé est bien placé pour savoir que c'est notre cas depuis longtemps. Oui, et la vie. La vie, parce que ça va de pair. Voilà. L'ordre public, la responsabilité individuelle, nous avons tous inscrit ça dans nos statuts. Le problème, c'est pas qu'on n'y croit plus, en tout cas pas nous. Le problème, c'est que la résonance de ces éléments dans l'opinion publique n'est plus la même qu'il y a quelques décennies. Et donc, il faut que nous fassions non pas un travail d'aggiornamento pour dire on va foutre tout ça à la poubelle, c'est de dire mais comment est-ce qu'on convainc les gens et qu'on l'exprime en fonction de la manière dont les gens le reçoivent aujourd'hui, ce qui n'est pas la même manière qu'autrefois. Et à partir de là, on peut assez facilement s'entendre. Vous évoquiez tout à l'heure un programme commun. Alors le vocable, et je comprends que d'un point de vue historique, vous l'évoquiez, alors il a 55 ans, presque bientôt 60, donc on va pouvoir en changer, mais en tout cas un socle commun d'action, un programme commun de tout ce que vous voulez. Oui, alors Épinay, excellente référence, dans la mesure où à Épinay, un accord a été passé, mais aucune des formations politiques signataires à l'accord n'a disparu. Le programme commun de la gauche avait réussi à faire signer le même document par tous les intervenants de la gauche, depuis les plus staliniens du Parti communiste jusqu'à Maurice Faure et Robert Fabre. Alors ça va rappeler quelque chose à nos auditeurs qui sont de ma génération, c'est-à-dire les patrons des radicaux de gauche. Donc des plus staliniens des communistes aux radicaux de gauche, ils avaient tous signé le même texte. Ne me faites pas croire qu'il y a davantage de différence entre les centristes de droite et le Rassemblement national qu'il y en avait à l'époque entre les radicaux de gauche et les communistes staliniens. Il y a moins de différence. Donc on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que tout le monde est persuadé que, sans doute après avoir reçu une apparition de la Sainte Vierge sous sa douche, qu'il est revêtu d'un destin national qui le dispense de discuter avec les autres. Donc je pense qu'il faut une logique. Mais est-ce que vous y rajoutez Éric Zemmour ? Oui, bien sûr, oui. Éric Zemmour a expliqué hier à cette antenne que c'était surtout celui qui gagnait les élections qui était en position de tendre la main. Oui, alors et que donc, tant que le Rassemblement national ne tendrait pas la main aux autres, c'est très compliqué de faire l'union de la droite. Il a parfaitement raison. C'est à celui qui est le plus gros, entre guillemets, de faire la démarche et de signifier, selon la fable de La Fontaine, qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Car ceux qui pensent qu'ils gagneront tout seuls se trompent, ça n'arrivera pas. Premier élément. Deuxième élément, la difficulté de l'exercice, c'est que tout ça ne se prépare pas entre les deux tours de la présidentielle. Non. Un accord politique programmatique, ça se prépare de longue date. Il faut que les gens soient habitués à travailler ensemble. Les négociations sont des choses de long terme. Et donc, il faudrait s'y mettre maintenant. Alors, je veux bien qu'on dise, on va laisser passer les municipales pour avoir une photographie détaillée, précise des forces politiques en présence, même si les municipales ne diront absolument pas la carte nationale, dans la mesure où il est probable qu'elle indique une forme de stabilité très très nette, sauf dans 2-3 grandes villes de France, comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Le reste ne bougera certainement pas beaucoup. Les vainqueurs des municipales seront les mêmes que l'autre fois, c'est-à-dire les Républicains et le Parti Socialiste. On ne peut pas dire que ce soit des forces dominantes dans le paysage politique d'aujourd'hui. Donc, moi je veux bien qu'on attende les municipales, je dis simplement, il est temps de se mettre au travail, mais pour répondre à votre question, Frigide, de tout à l'heure, on n'est même pas capable de se téléphoner pour dire en dehors de la presse, à 80 km de Paris, dans la forêt, on va aller boire un café ensemble. Je ne suis pas encore en train de
d'inviter à dîner et de nous emmener au cinéma. Vous voyez, j'en suis quand même pas là. On va simplement s'asseoir, boire un café, on va discuter. Simplement ça, on n'est pas capable de le faire. Donc ça part de très très loin. Alors je désespère pas qu'on y arrive. Ah bah oui, ne nous démoralisez pas. Non, je continue à le faire tous les jours, donc j'y crois moi encore. Mais Richard de Sèze, mais si on introduit un tout petit peu de perspective historique, justement, est-ce que la culture de la droite, sous la Ve République, mais même d'une manière générale dans l'histoire politique française, n'est-elle pas celle de la domination, n'est-elle pas celle du chef, qui va de manière parfois d'ailleurs un peu brutale? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le problème de la culture du chef. Est-ce qu'on peut dépasser cette culture? Eh bien, il faudrait, mais ça veut dire que vous savez, c'est comme la constitution de la Ve République. Et le problème de la France d'aujourd'hui, c'est que nous sommes pilotés par des gens qui ne sont pas assez volumineux pour remplir le pyjama de la Constitution. C'est ça le problème. Ils flottent dedans. Donc ils s'y perdent. Général. Ouais. Qu'est-ce que c'est la Constitution de la Ve? C'est un texte qui est fait pour un président de la République qui comprend qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Et qui, comprenant qu'il n'a pas tous les pouvoirs, laisse les différents acteurs jouer leur propre partition, chacun son tour. C'est la clé de la bicéphalité de l'État français. Un président, un Premier ministre, ça n'existe nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit qui était très monarchiste du général de Gaulle, très clairement, il y a cette idée que le roi ne peut pas tout, ne fait pas tout, et que le pays est d'autant plus tranquille que, comme le chrétien convaincu qu'était le général de Gaulle, ça se voit dans tous ses textes et ses prises de position, particulièrement à la fin de son mandat présidentiel, c'est le principe de subsidiarité qui doit gouverner. Et donc, le président, le chef de l'État, ne fait que ce que personne d'autre que lui ne peut faire. Là, on est dans le schéma exactement inverse. Enfin, c'est pas la peine que je vous renvoie aux actualités habituelles. Donc, il faut sortir de la culture du chef au mauvais sens du terme. Ça veut dire que les chefs en question doivent d'abord reconnaître qu'ils ne peuvent pas tout. Monsieur Poisson, avec ce que vous avez dit un peu sur, ce que vous avez dit sur la vie, le Conseil d'État vient d'autoriser l'arrêt de soins contre la vie d'une famille, un pas de plus vers la banalisation de la mort assistée. Vous êtes un farouche opposant à l'euthanasie, prônant les soins palliatifs. Alors, n'est-ce pas l'occasion de lancer une grande campagne nationale pour un pacte pour la vie? C'est une excellente idée. Je pense que la première difficulté de la situation que vous évoquez, c'est que les Français ne savent pas ce qui est en train de se passer autour de cette loi sur l'euthanasie. D'où le fait d'en parler maintenant. Bien entendu que c'est important d'en parler, et ce sera d'autant plus important à la fin du mois de janvier, lorsque le texte arrivera en débat officiellement au Sénat. Ils ne savent pas ce qui se passe. La deuxième chose qu'ils ne savent pas, c'est que quand on leur présente les choses de manière, de manière assez rapide dans les enquêtes d'opinion, êtes-vous pour ou contre la légalisation de l'euthanasie, on leur dit en filigrane, sans peut-être l'expliciter aussi clairement que ce que je vais faire maintenant. En fait, aujourd'hui, quand vous arrivez à l'hôpital, vous avez une affection grave et mortelle. Vous n'avez que deux solutions. Soit vous allez passer un temps indéterminé à souffrir le martyre dans une solitude absolument insupportable. Personne ne s'occupera de vous et vous crèverez sur un brancard au sous-sol sous des néons qui claquent et avec la peinture qui se décolle. Puis si on a le temps de temps en temps, on vous apportera à manger. Et la deuxième, c'est il n'y a pas d'autre choix puisque de toute façon, on ne peut rien faire pour vous. Donc c'est pour ça qu'il faut un deuxième choix qui est celui de dire j'ai envie de mourir. Entre les deux solutions, laquelle vous préférez ? Mais il faut être un héros pour dire mais moi je veux souffrir indéfiniment et de manière on peut infliger ça à personne. Je sais pas si c'est le... si vous avez envie de souffrir très longtemps aussi, ça a un côté un peu héroïque. Alors, vous pouvez être sadique aussi si ça vous fait plaisir, mais enfin mais c'est pas la réalité. Oui, mais ça c'est un mensonge d'État. Absolument. Voilà. Ça n'est pas la réalité. Personne. Il y a des hôpitaux qui sont pas bien organisés, il y a des personnels soignants qui sont déficients. Tout ça, ça existe. Mais c'est quand même pas la tonalité générale de l'hôpital français, c'est pas vrai. Il y a aujourd'hui des gens qui tous les jours se dévouent de manière bénévole ou professionnelle autour des patients en fin de vie pour les accompagner. C'est justement à quoi la pratique des soins palliatifs fait référence. Et il n'y a personne dont on ne soigne pas la douleur, il n'y a personne dont on ne soulage pas la solitude, il n'y a personne... Enfin, ça n'existe pas. Il y a un nombre de lois qui a été prise depuis même la loi Kouchner, etc., qui... oblige c'est le premier objectif, c'est que les gens ne souffrent pas. Absolument. Qu'on ne raconte pas n'importe quoi dans les sondages. Et par ailleurs, les soins palliatifs sont un droit inscrit comme tel dans le droit français depuis 1999. Ça fait donc 26 ans. Oui. Et ça fait 26 ans que si l'État avait fait ce qu'il eût dû faire, eh bien, il devrait y avoir dans tous les départements de France et de Navarre suffisamment de lits de soins palliatifs et de personnel pour les
pour les animer. Et il en manque alors 25%, 30%, 35%, c'est pas très bien. Enfin, il en manque beaucoup trop. Ce qui fait que petit à petit, on a instauré cette idée que puisqu'on ne sait pas faire des soins palliatifs comme il faudrait, la seule solution de rechange possible, c'est l'euthanasie. Donc en fait, le deuxième mensonge de cette affaire, ça n'est pas... C'est de considérer que il y a une équivalence entre le développement des soins palliatifs et la légalisation de l'euthanasie, parce que les deux seraient une offre de soins supplémentaire à égalité l'une de l'autre. Et évidemment, c'est un non-sens. Enfin, pendant les débats parlementaires, on a quand même pu entendre que l'euthanasie était un soin et qu'à ce titre, il fallait qu'il soit organisé par l'hôpital. Enfin là, on arrive à des absurdités sans nom. Mais la réalité, c'est que cette pratique des soins palliatifs, qui est d'une générosité, d'une humilité, d'une attention, enfin d'un amour, d'une humanité incroyable, pourrait disparaître en raison de la concurrence avec l'euthanasie, parce qu'il y a des réalités très concrètes. On dit que c'est entre 6 et 8 personnes qui se succèdent auprès du lit d'un patient en soins palliatifs pendant un nombre de jours indéterminé. La plupart du temps, ça se compte en jours. Alors que c'est une semaine, c'est moins d'une semaine. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer, mais la moyenne est... Ça se compte en jours, voilà, c'est ça, quelques jours. Alors que le fait d'aller chercher un flacon de chlorure de potassium dans la pharmacie de l'hôpital, remplir la seringue et injecter le contenu dans la perfusion, c'est quelques minutes du travail d'une infirmière. Donc ça coûte beaucoup moins cher, si vous voulez. Dans l'espèce d'obsession gestionnaire dans laquelle nous sommes, il est évident que la concurrence entre les deux se fera très probablement et malheureusement au détriment des soins palliatifs. Donc il faut faire une campagne active pour faire connaître les soins palliatifs. Philippe Juffin, qui fut votre collègue à l'UMP, je crois, ou aux Républicains, avait dit à l'Assemblée nationale qu'il pouvait faire la différence entre un ultime geste létal et cette loi qui pourrait prévoir d'abréger plusieurs années de pathologie dans lesquelles il pourrait se passer des choses effectivement heureuses et malheureuses. Faites-vous également cette distinction ? Non, c'est très malheureux. Ce qu'il appelle l'ultime geste létal, d'ailleurs, je ne sais pas très bien quelle différence il y a entre ça et la sédation terminale profonde et irréversible, qui est déjà dans la loi de Claes-Leonetti depuis 2015-16. Je dis 15 parce que la première lecture, c'est en 2015. Oui. Vous avez raison. Je vous dis vous, Frigide. Non, c'est toi. C'est voté en 2016. Nous avons été 2 à voter contre cette loi à l'Assemblée nationale. 2. Ah oui. Le député de l'Ain, Xavier Breton, et votre serviteur. C'était un jeudi après-midi. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'hémicycle, comme d'habitude le jeudi après-midi. Le vote s'est fait à main levée. C'était la dernière lecture après la commission mixte paritaire avec le Sénat. Et pour que il ne soit pas dit que cette loi était adoptée à l'unanimité, et pour que mon vote soit connu, j'ai crié au moment où j'ai levé le doigt contre, de sorte que le compte-rendu de l'Assemblée mentionne que j'ai voté contre. Et mon ami Xavier Breton était à côté de moi, a fait le même. Pourquoi on a fait ça ? Parce que dans l'acte de la sédation terminale profonde et irréversible, il y a quelque chose d'une logique euthanasique. Ben oui. Et il y a une forme d'entrebâillement de la porte à quelque chose qui est un geste actif qui provoque la disparition et la mort du patient. Alors, ça n'est pas l'intention de ce texte, c'est vrai. Ça peut être pratiqué avec une autre forme d'esprit, mais d'un point de vue législatif, et le point de vue législatif n'est pas nécessairement identique au point de vue moral, c'est autre chose. Le législateur que je suis a considéré que cet entrebâillement de la porte pouvait faire en sorte qu'on ouvre la porte en grand d'un simple coup de pied, et donc qu'on arrive à cette légalisation aujourd'hui. Donc, alors je constate que des gens qui sont très actifs en soins palliatifs utilisent la sédation terminale irréversible et profonde, ce qui n'est d'ailleurs, quand on y pense, pas complètement illégitime en définitive. C'est un problème de limite en définitive. Alors ça arrive quelques dizaines, peut-être quelques centaines de fois par an. C'est pas non plus des pratiques qui sont massives, mais tout de même il y a une logique là-dedans que je n'aime pas. Et il y avait surtout le droit d'arrêter les soins. C'est-à-dire le droit d'arrêter d'hydrater et de nourrir les patients en situation de sédation terminale. Et là c'est quand même un problème extrêmement grave. Donc pour cette affaire que vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure dans votre question... Alors c'est quoi le Conseil d'État, pardon, parce que moi je ne suis pas au courant. C'est la même affaire que Vincent Lambert. C'est Vincent Lambert. Exactement, c'est Vincent Lambert bis. Je suis pas qualifié pour répondre précisément à votre question pour une seule raison. C'est que dans la loi Leonetti de 2005, cette fois-ci, il y avait la dépénalisation de ce qu'on appelait autrefois l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle maintenant obstination déraisonnable, dans le texte dans la loi. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette loi à l'époque ? Parce que
si vous avez un patient qui est en situation de coma dépassé, qui ne vit plus qu'à l'aide de respirateurs artificiels, qui est nourri par sonde, enfin qui ne recouvrira jamais aucune faculté de conscience et d'autonomie, vit grâce aux machines de manière artificielle. Il y a des situations qui sont matériellement, malheureusement, de cette nature. Ce qui est raisonnable dans ce cas-là, c'est d'arrêter la machine parce que ça ne sert plus à rien. Bon. Et d'une certaine manière, d'un point de vue spirituel, de laisser le patient rejoindre le Père Créateur, parce qu'il y a aussi cette dimension qu'il faut quand même prendre en compte. Eh bien, avant la loi de 2005, vous pouviez attaquer les médecins. En défaut de soins, je ne sais pas quelle était la qualification pénale, non-assistante à personne en danger, provocation j'en sais rien. Vous pouvez attaquer au tribunal. Maintenant, on ne peut plus, parce que quand les situations d'obstination déraisonnable sont repérées, on a le droit d'arrêter des traitements qui ne servent plus à rien, des soins qui ne servent plus à rien, et puis de laisser le patient s'en aller tout seul. Dans quelle situation sommes-nous dans le cas que vous évoquez ? Est-ce qu'on est en situation d'obstination déraisonnable ou est-ce qu'on ne l'est pas ? Je ne sais pas répondre à cette question. Et là, il n'y a que les médecins qui savent. C'est toute la limite de l'exercice, c'est que dans ces cas qui sont des cas de situation vraiment limite, pour le coup, il n'y a guère que la bonne foi du corps médical qui permet de dire, bah oui, effectivement, là, on est dans une situation dans laquelle il est déraisonnable de continuer de soigner, donc on arrête tout. Et je comprends que la douleur des familles soit telle que on n'a pas envie, parce qu'il y a toujours une lueur d'espoir etc. Et donc ça pose la question, premièrement, de la légitimité de ce texte de loi. Je pense que cette légitimité est forte, parce qu'il y a des moments où quand la vie est partie et qu'elle n'est plus maintenue que de manière artificielle, ça n'a aucun sens de l'entretenir pour l'entretenir. C'est même plus de la vie d'ailleurs à proprement parler. Enfin, on n'est plus que dans des fonctions physiologiques au fond, ce qui n'est pas tout à fait le modèle de la vie humaine. Et deuxièmement, ça pose la question de la confiance, de la relation de confiance entre le corps médical et puis la famille et les patients. C'est ça la question qui est posée. Et je comprends très bien, pour des tas de raisons d'ailleurs, la crise du Covid n'y est pas pour rien dans cette affaire, que la confiance des citoyens en général à l'égard du corps médical en général ait été entamée par toutes les balivernes, les absurdités et les mensonges qu'on a entendus pendant la crise sanitaire. Quand vous dites obstination raisonnable et relation de confiance, j'ai l'impression que vous êtes en train de parler du Parlement. Qu'est-ce que vous pensez du spectacle qui est offert par l'acharnement thérapeutique de Sébastien Lecornu en train d'essayer de sauver... Je pense qu'il est sous respiration artificielle précisément, donc il faudrait abréger ses souffrances. Voilà, c'est ça. Je pense vraiment ça. Non, c'est un spectacle désolant parce que j'ai été passionnément attaché à mon mandat de parlementaire. J'étais très très honoré de pouvoir représenter mes concitoyens et voter la loi, ce qui est une responsabilité beaucoup plus lourde que semblent s'en inquiéter ceux qui siègent aujourd'hui, en tout cas beaucoup d'entre eux. Ça n'est pas l'Assemblée que j'ai connue, vraiment pas, et j'en suis pas sorti il y a très longtemps. C'est une Assemblée nationale qui est percutée de violence, de brutalité, d'injures, de procès d'intention, c'est tout ce qu'on n'aime pas en réalité dans la vie politique, c'est l'antithèse du dialogue et du débat, pour être clair. Et après que par le jeu des machinations d'appareils ou des intérêts plus ou moins bien compris de telle ou telle formation politique, on est en train effectivement de permettre au Premier ministre d'atteindre l'objectif de sa mission, c'est-à-dire de tout faire pour que M. Macron termine son mandat tranquillement. Il va y arriver parce que un budget va être adopté, alors que ça soit par ordonnance ou sous la forme d'une loi spéciale, la France aura un budget. Une fois que la France a un budget, on sera en janvier. Mais quand ? En janvier. Ah. Si c'est la loi spéciale en janvier, si c'est par ordonnance, ce sera avant la fin de l'année. C'est ça. Après, il y a les élections municipales. Et entre deux, on aura eu l'euthanasie, la proportionnelle, donc on va arriver tranquillement en octobre, et puis personne ne dit que ce sera à l'Assemblée au mois d'octobre. Donc voilà, je suis au désespoir de dire que de mon point de vue, il n'y aura pas de sauf imprévu, il n'y aura ni dissolution de l'Assemblée nationale, ni départ anticipé de M. Macron. Si je me suis trompé, je promets de revenir sur ce plateau à votre invitation, nous boirons le champagne ensemble. Parce que ça nous sommes le 25 novembre 2025. C'est enregistré, Frigide. Voilà, et nous sommes pour en la train de prier pour que les prédictions de Jean-Frédéric Poisson soient fausses. Je souhaite qu'elles ne s'avèrent pas, je suis d'accord avec vous. Monsieur Poisson, l'attentat d'Oléron, encore une vie brisée par l'islam conquérant, comme vous l'avez dénoncé. L'État et l'UE sont complices par inaction, selon vous. Que proposez-vous pour résister à cette conquête ? D'abord, j'ai publié un livre il y a quelques années qui s'appelait « L'islam à la conquête de l'Occident ». Ça, c'était en 2018. J'avais présidé auparavant à l'Assemblée nationale une commission d'enquête sur les moyens de Daesh et j'ai fait à peu près le tour de tout le bassin méditerranéen dans les pays musulmans pour comprendre un peu comment les choses
se passaient, y compris dans des pays où il paraît qu'on n'avait pas le droit d'aller. J'ai passé 5 jours en Libye pour comprendre comment fonctionnait le régime. Enfin, je suis allé en Syrie, comme vous savez, rencontrer le président Assad, bref, enfin l'ex-président Assad. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur ces questions. Il y a, avec la complicité d'un certain nombre d'États arabo-musulmans, une volonté d'installer la charia en Europe de la part de certains dirigeants musulmans, certains États, relayés par des organisations dont les frères musulmans ne sont qu'une parmi d'autres, la plus connue et certainement la moins visible. Deuxièmement, cette volonté de conquête n'est pas partagée dans son principe par la majorité des musulmans qui vivent en France, mais quand ils ne la partageraient pas, l'organisation de la communauté musulmane, la fameuse Oumma, qui est une mère pour les musulmans, est telle que les plus radicaux d'entre eux dominent ceux qui ne voudraient pas être associés à cette conquête, qu'ils sont d'une certaine manière malgré eux. Comment le sont-ils ? Troisième point, ils le sont parce que, ça a été raconté des dizaines de fois, enfin je renvoie nos auditeurs à tous les témoignages que vous pouvez trouver sous forme de livres, de reportages, d'interviews, bref. Vous fumez une cigarette dans la rue, vous croisez quelqu'un qui vous l'arrache et qui vous la met par terre en l'écrasant du pied parce que c'est le ramadan, et qui va vous trouver, sorti de nulle part, un hadith, dans les hadiths officiels de l'islam, selon lequel le prophète aurait interdit de fumer. C'est un exemple, mais il y en a comme ça, il peut y avoir. Pourquoi ? Parce que l'islam, c'est une loi. C'est-à-dire que c'est une religion. Alors, je ne conteste pas le fait que ça soit une religion, mais c'est une religion formelle. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de croire ce que vous dites. Vous pouvez devenir musulman en sortant dans la rue. Si vous croisez 2 musulmans, que vous dites devant eux la fameuse shahada, c'est-à-dire la prière qui dit il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah et Mahomet son prophète, et puis là, hop, vous êtes musulman. Que vous y croyez ou pas, ça n'a aucune importance. Ce faisant, vous acceptez de vous soumettre à la loi islamique. Et ça, c'est le plus important. Donc l'islam est une religion du fort externe, ça n'est pas une religion du fort interne. Il y a bien sûr, y compris dans les hadiths et dans la biographie de Mahomet, la sira, des considérations sur différents degrés de sainteté dans l'islam. Et dans le 4e degré, on est dans une vie spirituelle. Il y a d'ailleurs des prières du soir qui sont magnifiques, vraiment très très belles à réciter, à dire, et qui sont très beaux textes, vraiment spirituels, vraiment dans lesquels on essaie de se mettre en relation avec Allah. Mais ça, je veux dire, c'est réservé à une toute petite élite et ça ne concerne pas le commun des mortels. Donc, pourquoi les radicaux dominent-ils les communautés musulmanes et l'Oumma ? Réponse, parce que ils sont dépositaires de l'autorité de l'écriture. Donc notre ennemi, c'est l'islam comme doctrine, à l'égard de laquelle on ne doit avoir aucune forme de concession. Donc la première manière de lutte contre la conquête, c'est la critique des textes fondateurs de l'islam, à commencer par le Coran. Alors Dieu merci, elle a été faite dans beaucoup d'endroits, aux États-Unis, en Allemagne. Il y a eu quelques très grands islamologues en France. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, malheureusement, ou en tout cas, ils ne sont pas connus. Ils ont peur. Comment ? Ils ont peur. Et oui, ils sont à la trouille. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la loi de 1905, dans son état actuel, nous donne la possibilité d'exercer sur les associations cultuelles un contrôle extrêmement sévère. Alors de mémoire, ce sont les articles 19, 20, 21 de la loi de 1905 que vous pouvez trouver sur votre moteur de recherche préféré sur le site Légifrance. Et là, vous allez voir qu'on demande des comptes, des trucs d'organisation, une espèce d'agrément qui est donné par l'État pour pouvoir exister en tant que tel. Donc il y a parfaitement moyen, sans aller jusqu'à des dissolutions d'associations, je ne sais quoi, de considérer d'abord qu'un centre culturel dans lequel tous les vendredis on pousse les cloisons, on accroche des peintures au mur tous les jours de la semaine, puis le vendredi après-midi on pousse les cloisons, c'est une salle de prière, ça n'est pas une association culturelle, ça s'appelle une mosquée. Donc on ferme. Un point, c'est tout. Et on ne se pose pas de questions. Et moi, je n'ai pas de... J'ai pas d'animosité particulière, mais plutôt de la sympathie à l'égard des gens qui veulent pratiquer leur religion dans des conditions dignes. Je pense que c'est le moins qu'on puisse demander à un État comme la France d'assurer ça. Mais je veux pas, qu'on me prenne pour un andouille, et deuxièmement, entretenir au nom de cette dignité des gens qui demain vont m'imposer leur mode de vie par la force, et y compris en me trucidant s'ils le considèrent comme utile. Parce que la réalité, c'est quand même celle-là. Donc voilà, je pense qu'il faut se saisir des outils que le droit français procure aujourd'hui aux autorités politiques et publiques, mais ça commence par un mouvement critique de la religion islamique pour dire, en fait, vous croyez dans quoi ? Est-ce que, comme d'ailleurs le christianisme l'a été depuis, de manière interne, par tous les théologiens médiévaux qui s'y livraient des bagarres, alors à non plus finir sur
la signification de l'écriture, des dogmes, etc. Puis ensuite, à partir de Pierre Simon et de la Renaissance, une critique rationaliste sur la Bible qui a été extrêmement sévère. Voilà, il faut que l'islam passe au même crible, et puis on verra ce qu'il en restera. Mais par l'islam lui-même, ou est-ce qu'il faut voir une autorité supérieure qui ne fait pas ce travail, manifestement aujourd'hui, personne ne fait cette critique. Il n'y a pas d'autorité supérieure dans l'islam, sauf qui n'a pas en tout cas de reconnaissance comme telle, mais... Il y a des universités qui sont reconnues, celle où le pape François est allé exprimer toute son admiration pour la chose. Oui, il y a la grande université d'Al-Azhar. J'ai rencontré d'ailleurs leur responsable pendant un très très long moment, pendant plus de 2 heures, quand j'étais allé au Caire. J'ai raconté ça d'ailleurs dans un petit livre qui s'appelle « Notre sang vaut moins cher que leur pétrole ». C'est ce que m'avait dit le patriarche syriaque orthodoxe de Damas quand je lui avais demandé de ses nouvelles. Il m'avait répondu cette phrase magnifique, il dit « Vous savez, notre sang vaut moins cher que leur pétrole ». Ce qui est vrai. Donc on est persécuté partout, sauf en Syrie pour les chrétiens, c'est comme ça, et au Liban. Je termine ma réponse, pardon. Oui, il y a des universités, mais la grande mosquée d'Al-Azhar, l'autorité de la grande mosquée d'Al-Azhar n'est pas reconnue par la grande mosquée de Fès, par exemple. Ah oui. Il n'y a pas d'unité d'enseignement. Oui. Même si, par ailleurs, pour une espèce une sorte de privilège de la grande mosquée d'Al-Azhar, il y a encore pas très longtemps, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, tiens. Vous ne pouvez pas être le grand moufti d'un pays sunnite si vous n'êtes pas passé par la grande mosquée d'Al-Azhar. Alors sans doute, le Maghreb excepté, parce que le Maghreb, c'est un autre monde. Et par ailleurs, si vous parlez des musulmans d'Afrique subsaharienne aux Saoudiens, ils considèrent que c'est du rite vaudou, ils ne considèrent pas que c'est des musulmans. Donc vous savez, il y a quand même énormément de fractures dans ce monde-là. Oui. L'islam avec un i, c'est beaucoup de communautés juxtaposées. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attaquer au texte. Évidemment. Alors on me dit, j'ai une conversation avec un de vos confrères très connu qui s'appelle Jean-Michel Lapathy, que je salue d'ici. Jean-Michel, si tu nous écoutes ce soir aussi. Ce qui m'étonnerait. C'est vrai. On a déjeuné un jour, il y a déjà quelques années. Oui. Et il m'avait dit, mais il n'y a pas un islam, il y a des islams. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous permet d'utiliser le même mot islam pour désigner tous ces trucs-là ? C'est bien qu'il y a un point commun. Où est le point commun ? C'est évidemment pas la relation individuelle de chaque personne à sa propre religion, parce qu'à ce compte-là, il y a des christianismes. Il y a autant que de chrétiens, ça on est d'accord, mais il y a un christianisme, c'est quoi ? On va dire que c'est le credo, et pour pas vexer les orthodoxes, je mets le fil de côté, et la Sainte Vierge Marie, pour pas vexer les protestants. Mais globalement, Jésus est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix, il est ressuscité, et on peut tous être sauvés si on le suit. Voilà, c'est ça le christianisme, pour faire simple. Vous avez la même chose en islam, il y a un texte fondateur, des textes fondateurs, on sait comment ça marche, d'ailleurs c'est officiel, tout le monde est d'accord là-dessus, tous les musulmans sont d'accord pour dire que c'est le Coran, les hadiths qui sont officialisés, parce que des hadiths, il y en a, je ne sais pas combien de recueils, il y en a 6 officiels maintenant, 4 ou 6, la biographie officielle de Mahomet qui existe, et on sait ce qu'elle est, et à partir de là, vous avez le socle qui dit, voilà, l'islam avec un grand I, c'est ça. Donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer, pas autre chose. Monsieur Jean-Frédéric Poisson, on comprend en vous écoutant qu'effectivement, en même temps, il y a un islam, il y a aussi plusieurs rapports, plusieurs pratiques de l'islam en France, du très lointain quiétisme ou d'une estime assez lointaine, d'une observance festive qui peut être ce qu'on appelle l'islam des vieux, de certains qui font le ramadan comme des agnostiques en France font Pâques et Noël. Certains qui arrêtent de boire de l'alcool pendant le ramadan, j'en connais. Voilà. Et également d'un islam qui est plus jeune, plus conquérant, plus dynamique, et effectivement l'islam saoudien, l'islam intégriste, en fait l'islam de la loi, l'islam de la foi. Vous étiez singularisé en 2016 par une proposition très concrète lors de la primaire qui était celle d'un pacte politique avec l'islam de France. J'espère d'ailleurs ne pas déformer votre proposition. On pensait bien sûr à ce moment-là à la grande histoire de France et celle des conflits religieux, et en particulier à l'édit de Nantes. Est-ce qu'il est possible avec cet islam, qui certes a des catégories mentales et intellectuelles qui sont très différentes des nôtres, qui certes a une dynamique conquérante, voire agressive, malgré tout de faire de la politique ? Je me souviens pas du tout de cette proposition, et j'ai pas dû la formuler. Très commentée. J'ai pas dû la formuler comme ça parce que je suis parfaitement conscient depuis très longtemps que cet exercice-là est affreusement difficile pour une raison. Il n'y a pas d'autorité unique de l'islam en France. Donc en fait, la grande difficulté, c'est que vous ne savez pas avec qui il faut discuter. Pour différentes raisons. Alors il n'y a que des sunnites en France, ou à peu près. Enfin en France, oui. C'est 99% de sunnites, et on va dire que l'islam français est sunnite, dans son immense majorité. Mais j'avais discuté de ça d'ailleurs quand j'avais vu les représentants du Parlement, les parlementaires marocains, dans une visite que j'avais faite à Rabat il y a quelques années. Les Marocains vont à la mosquée marocaine, les Algériens qui sont à la même cage d'escalier vont à la mosquée algérienne, les Turcs qui sont à la cage d'escalier d'à côté vont à la mosquée turque. Et en fait, ça fonctionne par communauté souvent nationale.
L'imam marocain peut dire tout ce qu'il veut. Les Algériens ne l'écouteront pas davantage que les Turcs, et la réciproque est vraie. Donc en fait, on a un problème de savoir avec qui on discute. C'est ce à quoi s'est heurté Nicolas Sarkozy en essayant de fonder le Conseil français du culte musulman. Il n'a pas pu y arriver parce que ce Conseil français du culte musulman n'était dépositaire aux yeux de l'immense majorité des musulmans en France d'aucune forme d'autorité. Donc on peut discuter à l'infini avec des gens qui n'ont pas d'autorité, ça ne sert à rien. La grande difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'autorité constituée et on a du mal à y réfléchir en France, en particulier les parlementaires, les responsables politiques, qui ne connaissent rien à cette question. Ils considèrent que l'islam, c'est le christianisme des Arabes. Alors évidemment, s'ils attendent de voir un pape avec qui il faut discuter, ou même un président des fédérations protestantes de France, ça existe pour le coup, ou le président du consistoire central pour les juifs, ou pour les israélites en tout cas, ça n'existe pas en islam. Donc vous ne savez pas avec qui vous pouvez discuter de tout ça. Il n'y a pas d'interlocuteur. Donc s'il n'y a pas d'interlocuteur, il faut revenir sur cette idée de passer au crible de la critique rationnelle, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire, et raconter la vérité historique sur le Coran, raconter la vérité historique sur Mahomet, et dire est-ce que vous êtes toujours d'accord pour croire à ça ? Et j'invite nos auditeurs à lire les livres d'un homme extrêmement courageux qui s'appelle Mohamed Louisi, recruté à l'âge de 13 ou 14 ans à Casablanca par les frères musulmans, envoyé à Roubaix pour défendre les intérêts du mouvement frériste dans les départements du nord de la France, qui a quitté les frères musulmans avec perte et fracas quand il a compris que, en fait, ce sont des trotskistes, les frères musulmans, pour être clair. Il a écrit des livres pour expliquer pourquoi il n'était plus, pourquoi il avait quitté tout ça. Et il avait à l'époque, il y a quelques années encore en tout cas, 6 ou 7 procédures judiciaires engagées par les frères musulmans pour essayer de le faire taire. Donc vous avez des tas de choses. Et quand j'ai discuté avec lui de tout ça, on l'avait fait intervenir à une des conventions du Parti chrétien-démocrate il y a quelques années. Et j'avais bu un café pendant un bon moment avec lui. Je lui avais dit, mais il faut passer le Coran au crible de la critique historique. Et quand restera-t-il ? Il m'a dit, il n'en restera pas grand-chose en dehors de, grosso modo, la croyance en un être transcendant qui d'une manière ou d'une autre, dirige le monde et le crée. Alors on ne sait pas très bien comment. Et puis une espèce de morale naturelle. Et je dis, mais ça, ça va, ça. Ça va très bien, mais c'est Aristote. Enfin, vous trouvez déjà ça dans Aristote, même dans Platon, d'une certaine manière. Donc c'est pas la peine de... Donc en fait, le grand danger, c'est ce que j'ai écrit en conclusion de mon livre sur l'islam, c'est que si on passe l'islam au crible de la critique, la doctrine, les textes sacrés, on va assez rapidement se rendre compte que ça s'effondre. Alors, je comprends que les musulmans eux-mêmes ne soient pas très enclins. Pas, parce que là... Voilà, exactement. Dites-moi, Monsieur Poisson, sur l'Ukraine, vous dénoncez une UE qui prépare le sacrifice de nos enfants pour une paix défaite. La France doit-elle et peut-elle claquer la porte de l'OTAN atlantiste pour une diplomatie gaulliste indépendante? Et puis pendant que j'y suis, quid de la corruption chez Zelensky, que vous qualifiez de lanceur d'alerte pour les russophiles d'hier? Oui. Vous faites référence bien sûr à la récente déclaration du chef d'état-major des armées Mandon. Et peut-être au risque de vous surprendre, je ne vais pas me joindre au hurlement général à propos de cette intervention. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut critiquer de manière très vive, je vais le faire, mais il y a des choses qu'il faut entendre dans cette déclaration. D'abord, ce qu'il faut critiquer de manière très vite dans ce que dit le chef d'état-major, c'est qu'il s'adresse aux maires sur ce sujet-là, à ce moment-là. C'est parfaitement déplacé. Enfin, je ne vois pas comment. Il parle d'enfants aux maires. Oui. Oui, c'est ça. Bien vu. Moi qui l'ai été, maire et élu local pendant un quart de siècle, quels sont les outils du maire dans sa commune pour raviver la force morale de ses concitoyens, je ne sais pas. Il faudra qu'on m'explique comment on fait. Ça sera sous la contrainte qu'il faudra aller les chercher. Bah oui, mais alors là on ne parle plus de force morale, on parle de coercition. Oui, mais peut-être que c'est ça qui sous-entend. Pourquoi pas ? Premier élément. Deuxième élément, moi je ne comprends toujours pas, et j'ai beau écouter, y compris des gens dont je sais parfaitement que je ne partagerai pas la conclusion, pendant des heures, et je vous assure que je le fais honnêtement, je ne comprends pas quel intérêt la Russie aurait à attaquer l'OTAN. J'ai toujours pas compris. Ça, alors là, tant qu'on ne m'aura pas expliqué ça, je suis désolé de dire que je ne considérerai pas que les Russes sont une menace pour notre pays. Troisièmement, on n'a rien à faire en Ukraine dans cette guerre. C'est pas la nôtre.
Je suis désolé, mais on n'avait pas de traité de paix, pas d'accord particulier. C'est pas chez nous, c'est pas nos frontières, c'est pas notre peuple. Je dis pas qu'il faut s'en désintéresser. Je pense qu'il y a une vocation de la France spirituelle, j'y crois profondément, même si elle est très esquintée en ce moment. Diplomatique, j'y crois profondément, même si elle est à plat en ce moment. Et politique qui n'existe plus, mais elle existe. Et nous serions grandis à maintenir notre pays en dehors de ce conflit et à y jouer le rôle qui est celui de la France traditionnellement dans les conflits extérieurs, celui de la médiation, de l'intermédiation et d'être un facteur de paix. Bon. Quatrième élément, critique à l'égard de M. Mandon. Alors il était évidemment en service commandé, parce que le chef d'état-major il est hyper proche de... Oui, du président de la République. Bien sûr, il a été son chef d'état-major particulier pendant le Covid. Absolument. Quand il disait nous sommes en guerre. Le gars, on lui a déjà dit qu'il fallait annoncer la guerre. Ah oui, bien sûr. Ça fait depuis 2020 qu'il annonce la guerre. Un chef d'état-major peut-il prendre la parole publiquement sans que ça ait été relu par le chef d'état-major particulier? S'il s'agit d'affaires strictement militaires, sans doute que oui. En l'occurrence. Là, ça m'étonnerait. Parce qu'en plus, le contexte, qui est le salon des maires, encore une fois. Oui, c'est très bizarre qu'ils fassent ça là-bas. Le salon des maires, c'est quand même pas. C'est pas fait pour ça, quoi. C'est vraiment pas le lieu. Maintenant alors après, deux choses sur lesquelles je pense il ne mérite pas de critique. La première, c'est que sa phrase sur les enfants est extrêmement maladroite. Oui, c'est le moins compliqué. Mais dans le langage militaire, c'est un ancien officier de réserve qui vous parle. Dans tous les livres sur les batailles, les guerres, on parle des enfants de la nation et des fils de la France. Allons enfants de la patrie. Voilà, donc c'est pas les enfants des cours d'école. Oui, mais on ne comprend pas comme ça. Voilà, donc c'est maladroit, je pense, mais c'est pas mal intentionné. Donc je m'inscris un peu en retrait par rapport à la critique. On lui tombe dessus en disant nos enfants. Bah oui, mais nos soldats sont les enfants de la nation et que je sache, il en meurt tous les mois, partout dans le monde. Ça n'émeut. Les soldats. C'est les soldats. J'espère en tout cas qu'il pense ça. Je lui fais en tout cas ce qu'il... La deuxième chose, en tout cas, sur laquelle il faut reconnaître que son interrogation tout de même est fondée, et d'ailleurs ça nous interroge tous, c'est au fait, pourquoi, en 2 mots, serions-nous prêts à mourir ? Est-ce qu'il y a encore des choses de la France pour lesquelles les Français seraient prêts à sacrifier leur vie ? Et quels Français ? Oui, mais pas venant de M. Macron quand même, Jean-Frédéric. Je ne dis pas que celui qui pose la question soit le mieux placé pour le faire. Je dis qu'à un moment, c'est comme d'une certaine manière tous les prophètes, les lanceurs d'alerte et tout ça. C'est pas forcément les plus honnêtes du monde, mais enfin, ils ont le mérite de poser des questions qu'il faut se poser. Et je trouve que l'interrogation qui est lancée par le chef d'état-major des armées, il dit au fait, si on est en guerre demain contre la Russie ou quelqu'un d'autre... Autre point de critique, nous sommes en guerre dès aujourd'hui. Enfin, quand on parle des narcotrafiquants et de l'islam conquérant tous les jours, il y a peut-être des conflits à mener sur notre sol intérieur d'une autre nature. À sa décharge, ça ne dépend pas de l'armée. En plus, ça n'est pas un détail. Mais je crois que la question de savoir à quoi nous sommes prêts à sacrifier un peu de notre vie, ou notre vie tout court, pour défendre la France, son modèle, même s'il faut en corriger beaucoup d'aspects actuels, c'est une question qui mérite d'être posée et à laquelle chacun peut être amené à réfléchir utilement. Jean-Frédéric Poisson, on approche de la fin, il nous reste déjà 4 minutes et 54 secondes. Ah zut, je vais la rajouter. Eh ben oui, je suis navré, mais là, je ne vais pas te laisser faire sur ce coup-là. Toujours un truc à dire, Brigitte. Sur la vie et la mort, oui. Oui, mais on en a beaucoup parlé, et ça tombe bien, ce sont les questions que nous posent les auditeurs de Radio Courtoisie. L'un nous dit, pendant la guerre de 40-45, il y avait à l'hôpital de la Charité à Berlin un programme de suppression des existences fardeaux. Nous ne laissons pas passer la loi sur l'euthanasie. Un autre nous parlait justement de Zelensky en disant que 70% de l'aide occidentale au régime de Zelensky a été détournée. C'est un ancien responsable du MI6, donc un Anglais, il faut se méfier, Alastair Crooks, avec un nom pareil en plus, qui l'affirme. Mais surtout, cet auditeur nous dit: comment cette brillante Assemblée euronationale a-t-elle pu voter un texte aussi hypocrite que la loi Leonetti, alors que ces dispositions sont en contradiction complète avec la loi et les décrets sur la réanimation pris en Conseil d'État en 2002 ? Excellente question, c'est pour ça que j'ai voté contre, j'ai répondu tout à l'heure, mais on est de toute façon sur tous ces textes sur la vie, et même sur la question du mariage pour tous, que Brigitte connaît bien pour un tas de raisons, et de la procréation médicalement assistée. Nous sommes dans une incohérence constante et totale. Donc, ne cherchez pas de cohérence là où il n'y en a pas. On fait passer en force, au mépris de toutes les considérations de cohérence, de rationalité, du bien des gens, et des tas d'autres considérations, parce que quelqu'un a dit que c'était le progrès. C'est tout, il ne faut pas chercher plus loin que ça. Alors c'est bête,
Mourir, c'est le progrès. Mais voilà, c'est ainsi. Alors, dernière question, et après il restera peut-être 1 minute pour Frigide. À votre avis, pourquoi est-ce que le pape ne s'exprime pas sur la fin de vie ? C'est la question que pose l'auditeur. Je ne dis pas qu'elle soit pertinente. D'abord parce que l'Église l'a fait de manière répétitive et constante et extrêmement claire. Donc le pape ne se sent pas forcément obligé de répéter des choses que ses prédécesseurs ont dites et dont il se sent absolument et parfaitement solidaire. Ça, j'ai aucune inquiétude sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, il a reçu il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de... peut-être au début de l'été, je crois, une délégation du Val-de-Marne avec des responsables politiques, des civils, etc. Et alors, il a fait à ce sujet et à cette occasion une déclaration sur la responsabilité des politiques chrétiens qui est absolument lumineuse. Nos auditeurs pourront retrouver cette déclaration facilement. Donc je n'ai moi aucune espèce d'interrogation sur la droiture doctrinale du pape Léon XIV sur ce sujet. D'ailleurs, le pape François, pareil, sur ces sujets-là, il n'a jamais dévié d'un iota. Il a été d'une constance absolument parfaite. Donc j'ai aucune interrogation ni inquiétude sur la position de l'Église, même d'aujourd'hui, sur cette question. Bon, donc je me permets la dernière question. En fait, tu es le président, en vrai, du Parti chrétien-démocrate. Oui. Et pourtant, tu as changé de nom, puisque maintenant, les gens qui savent, ils peuvent être trompés en entendant via la voix du peuple. Oui. Or, vois-tu que depuis que tu as abandonné les chrétiens, c'est Éric Zemmour qui demande la reprise en main du christianisme et un christianisme identitaire. La question est très simple. Est-il le mieux placé ? Non, mais surtout, là, vraiment, qu'en penses-tu d'abord sa façon de voir les choses ? Et deuxièmement, est-ce que c'est pas le moment, justement, de ce grand élan de redressement moral et spirituel de la chrétienté ? Tous les deux. On a changé de nom. C'était une erreur, en fait. Ah. C'était une erreur. On a changé de nom parce que lorsqu'on s'appelait uniquement Parti chrétien-démocrate, on était traité comme un parti communautariste, ce qui est l'antithèse de la vision chrétienne de la cité, en réalité. On a voulu échapper à ça, on s'est trompé, donc on s'est appelé VIA, la voix du peuple. On a changé maintenant, on s'appelle VIA Parti chrétien-démocrate, et puis VIA disparaîtra dans les mois qui viennent, et on se réappellera Parti chrétien-démocrate. Ça répond à ta question. Mais on s'est trompé, c'était une erreur, donc voilà, on efface et on recommence. J'ai pas lu le livre d'Éric Zemmour. Je me réjouis de voir que non sans limite. Parce que d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, il y a 2-3 trucs qui ne sont pas exactement orthodoxes, mais peu importe, c'est pas ça le sujet. Il prône le renouveau du christianisme. Il l'avait déjà fait d'ailleurs en 2021 et avant la présidentielle 2022, ce qui avait motivé notre soutien. J'espère qu'il aura retenu les leçons de son relatif échec de 2022. Une des raisons étant qu'il n'a jamais voulu donner droit au traitement politique de la fragilité. Or, le christianisme en politique n'a aucun sens s'il ne s'occupe pas de la position des plus fragiles. Car nous ne sommes pas là pour nous occuper des bien portants, nous sommes là pour nous occuper de ceux qui vont pas bien. Et il y a des millions de gens, pour des milliers de raisons, qui en France ne vont pas bien. Donc s'il n'y a pas cette dimension de douceur et d'accueil de la fragilité, d'ailleurs dans aucun des programmes politiques, c'est ça qui manquera. Et c'est ça d'ailleurs qui fait l'unité, qui rassemble, et c'est pour ça que les soins palliatifs sont un formidable modèle d'inspiration pour toutes les politiques sociales et pour l'attitude éthique de tous les accompagnants de France et de Navarre. C'est un mot de la fin magnifique. Merci mille fois Jean-Frédéric Poisson, et surtout d'avoir terminé sur cet éloge de la fragilité. Chers amis, restons courtois, c'est fini pour ce soir. Demain, Arthur de Vatrigan, après-demain, Marc Hainaut, etc. Vous êtes avec nous pour des années. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions, et à très bientôt. Ça suffit maintenant.